Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, vos titres en images. La Fondation Prince-Pierre, qui célèbre cette année ses 50 ans, vient de se réunir à Paris pour son conseil littéraire. Retour en principauté où a eu lieu la conférence du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique qui a mis en lumière la République démocratique du Congo. Géopolitique et numérique, le monde à l'horizon 2030, un sujet qui a longuement été débattu à l'hôtel Columbus. Et puis nous retrouverons dans ce journal Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco, Timoué Bakayoko, milieu de terrain, ainsi que le vice-président du club Vadim Vassiliev pour faire un point sur le prochain choc déterminant des Rouges et Blancs juste avant l'émission d'Émilie Rousseau consacrée à l'ASM. Le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, présidé par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, s'est réuni à Paris afin de déterminer la liste des écrivains en lice pour les prix cette année. Sandrine Nègre et Olivier Bonello étaient sur place, leur reportage. Pour le prix littéraire 2016, récompensant un auteur pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution récente d'un ouvrage, 5 noms ont été retenus. Adonis, Charles Dantzig, Michel Del Castillo, Denis Tillinac et Michel Tremblay. L'un de ces écrivains succédera donc à Chantal Thomas, prix littéraire 2015 et grande spécialiste du XVIIIe siècle. Les nommés pour le prix de la Bourse de la Découverte s'appellent quant à eux Stéphane Barsac, Julien Donadil, Paul Gréveillac, Pascal Manoukian, Garance Meillon ou encore Séverine Verba. C'est un encouragement d'être nominé, bien évidemment, ne serait-ce que parce que, comme je viens de vous le dire, les jurys sont très sérieux, lisent tous les livres et vont chercher les jeunes auteurs qui leur paraissent être de vrais écrivains en devenir. Le prix a la vocation de promouvoir un jeune écrivain, mais comme il y en a beaucoup à promouvoir, le fait de faire une sélection permet de donner plus de noms. Les œuvres de ces auteurs, tout comme les noms des écrivains en lice pour le prix littéraire, ont donc été évoqués par le conseil littéraire présidé par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, au cours de ses délibérations. Toujours très intéressante, très riche et puis très fructueuse sur le résultat. Donc nous sommes ravis parce qu'il s'en dégage toujours de très grands noms de la littérature contemporaine. Très sérieuse, avec des auteurs qui sont engagés, enfin les membres du jury qui sont engagés sur certains auteurs. Et je pense qu'on est arrivé à une sorte de consensus, mais en discutant et surtout en discutant de littérature. Paul Constant, qui vient d'ailleurs d'intégrer ce prestigieux conseil, tout comme Marc Lambron. Ça me fait grand plaisir parce qu'avant, je venais comme journaliste. Ça fait des années que je gratte à la porte de ce jury. J'ai trouvé une seule voie d'accès, c'est de me faire élire préalablement à l'Académie française pour ensuite être membre de plein droit de ce jury. Voilà. Donc on entre à l'Académie française pour être au jury du prix Prince-Pierre, c'est pas l'inverse. Les futurs lauréats du prix littéraire et de la Bourse de la Découverte recevront leur prix au cours d'une année qui revêt une importance toute particulière. 2016 marque en effet le 50e anniversaire de la Fondation Prince-Pierre, créée en 1966 par le prince René III en hommage à son père. Je crois qu'elle a fait beaucoup pour la littérature et les arts et que c'est un demi-siècle qui a été très bien employé. Par conséquent, il faut continuer et arriver au centenaire. Ça me paraît exactement ce qui peut permettre dans un monde où tout de même les activités de l'esprit sont devenues un petit peu problématiques. On ne sait pas très bien où on va. Des fondations comme ça permettent d'être rassurés et de savoir qu'on va continuer tout de même à saluer l'excellence. Les jardins du Palais Royal au cœur de la capitale, des jardins si verts et si fleuris qu'il est difficile de ne pas penser à Colette qui les aimait tant. Colette qui décrivait d'ailleurs les frontières de Monaco, faites de fleurs. Tout comme Jean Cocteau, Louis Aragon ou Simone de Beauvoir, l'auteur faisait partie des habitués du Grand Véfour. C'était le Prince-Pierre qui avait choisi ce restaurant et ce lieu pour réunir le jury littéraire de la Fondation, car était membre de ce jury Colette. Et Colette, à l'époque, était déjà handicapée dans un fauteuil roulant et habitait tout près. Donc, par respect par rapport à Colette, le Prince-Pierre a souhaité tenir les réunions du jury littéraire et le déjeuner littéraire au Grand Véfour. Les noms des lauréats ne seront pas dévoilés à Paris mais à Monaco au début de l'automne, événement que nous suivrons bien sûr avec attention pour vous.
Il y a un an a été créé le club des entrepreneurs monégasques en Afrique et dernièrement ils se sont réunis pour une conférence autour de la République démocratique du Congo. Alexandra Pani, Louis Borgia et Alexandra Paolini étaient sur place. Voyez leur reportage. Elles étaient 5 entreprises monégasques à l'origine de la création du SEMA. Aujourd'hui, ils sont 14 membres actifs avec comme ambition commune de renforcer les liens avec le continent africain. Sa présidente Patricia Husson fait partie des membres fondateurs. Toutes les entreprises monégasques qui travaillent en Afrique, nous nous retrouvions sur le terrain. Et donc un jour, nous nous sommes dit que ça serait peut-être bien de nous regrouper pour créer un club et pouvoir justement échanger, inviter, comme nous avons fait ce matin, des personnalités qui viennent nous parler de l'Afrique, de l'intérieur, et nous, sur le terrain, eh bien, mettre nos forces en commun. Faisant suite à la première mission du SEMA à Kinshasa, le docteur Noël Tchiani était invité pour aborder sa vision de la République démocratique du Congo et le plan Marshall qu'il souhaiterait y appliquer. Mon pays est aujourd'hui l'un des moins développés de la planète. Nous sommes classés dernier d'après l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Utilisant l'indice de développement humain, nous sommes considérés par Transparency International comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. Et nous avons un PIB par habitant de $394, qui est l'un des plus bas de la planète, faisant passer ainsi la RDC comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Partant de ce constat, je me suis dit, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de la situation chaotique et mettre le pays donc sur la voie de développement économique et social durable. En faisant donc ce diagnostic, je propose donc le plan Marshall de la RDC, qui est en quelque sorte donc une vision de développement à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans et qui nécessiterait donc la mobilisation de 800 milliards donc de dollars qui proviendraient d'un côté des efforts internes en combattant la corruption, mais également des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et qui permettraient donc de transformer fondamentalement la vie de nos concitoyens. Un plan Marshall qui sera adapté selon 8 piliers fondateurs afin de permettre un redressement rapide du pays. Prochaine mission envisagée pour les membres du SEMA, la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de cette conférence qui s'est tenue à l'Hôtel Columbus, une conférence animée par Nicolas Tanzer sur le thème suivant, géopolitique et numérique, le monde à l'horizon 2030. Voyez ce reportage signé Émilie Rousseau. Régulièrement, Think Tank Genova et Monaco Côte d'Azur Business Hub organisent des conférences destinées aux étudiants, aux chefs d'entreprise et aux professionnels du monde du numérique. Des conférences sur des thèmes d'actualité données par des professionnels dans le domaine. Leur dernier invité s'appelle Nicolas Tanzer. Ce politologue et intellectuel de renommée internationale est revenu sur ce thème, géopolitique et numérique, le monde à l'horizon 2030. Je vais évidemment axer ma conférence sur une série de thématiques bien précises. Une thématique, bien sûr, c'est l'instabilité croissante du monde apparente dans laquelle on vit, les drames absolument terribles que nous vivons avec le conflit en Syrie notamment, 470 000 morts, 12 millions de déplacés, avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, là aussi 10 000 morts en Europe, à 3 heures de Paris. Il faut quand même voir ces réalités, sans parler de nombreux conflits aussi au Yémen, en Irak, au Nigeria, les drames des Rohingyas, donc cette minorité musulmane en Birmanie. Donc tous ces facteurs-là attirent complètement notre attention. Mais en même temps, ce qui est déterminant, c'est d'essayer de penser à plus long terme, d'essayer de voir des tendances qui sont plus sous-jacentes. Alors ça va concerner le rôle des organisations internationales, les stratégies d'information, les stratégies d'influence. Pendant plus d'une heure, Nicolas Tanzer a exposé les grandes tendances du monde de demain en revenant sur le rôle du numérique sur les questions géopolitiques. Penser à plus long terme permet donc de dessiner un système mondial qui n'aura rien à voir avec celui que nous connaissons actuellement. Je suis absolument incapable de prédire l'avenir. Je ne suis pas Madame Soleil ou Madame Imra ou je ne sais pas. Ça, je ne peux pas. En revanche, je vois certaines tendances de fond. J'essaye d'observer le monde depuis maintenant une vingtaine d'années, d'essayer de déchiffrer ce qu'on appelle les signaux faibles. Parce qu'il y a les signaux forts, évidents, les crises, mais il y a aussi tous ces signaux faibles qui sont aussi très importants, et d'essayer d'éclairer quelques tendances évidentes et qui sont essentielles dans ce que je fais par ailleurs, qui est ce qu'on appelle l'analyse de risque géopolitique, c'est-à-dire conseiller des États, mais aussi des entreprises, savoir où elles peuvent investir, où elles doivent investir, où il ne faut pas aller, comment essayer de comprendre finalement les forces qui façonnent.
Qui envisage le monde de demain en se limitant aux tensions d'aujourd'hui risque de se priver de toute faculté d'anticipation. Voilà une phrase de Nicolas Tenzer qui pourrait résumer sa conférence, une conférence qui aura fait salle comble. En bref et en images. La compagnie Florestan a interprété la pièce Toc Toc de Laurent Baffy au Théâtre des Variétés le 4 mai dernier. Une pièce jouée au profit du Kiwanis Club. Et pour ceux qui n'ont pas pu la voir, sachez que la compagnie Florestan rejouera Toc Toc au Théâtre des Variétés les 5 et 6 juin prochains. Vous avez qu'à sauter par-dessus. Il n'y en a jamais que 172, hein. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Et vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a dit des cochonneries? Ah non? Et vous allez vous moquer de moi si je vous dis un truc un peu bizarre? Non, bien sûr que non. Et pareil pour les dames qui sont là? Ah non, bien sûr. Moi, je suis ici pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Hein. Mais personnellement, tout va bien. Oui, c'est ça. Allez, prenez ma chaise, ça vous fera moins de trajet, là. Un mot de sport à présent avec cette rencontre déterminante pour l'AS Monaco samedi qui se déplace à Lyon pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. En jeu, la 2e place au classement, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'entraîneur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, le milieu de terrain, Timoué Bakayoko et le vice-président du club, Vadim Vassiliev. Notre objectif, c'est gagner. C'est la finale, c'est le match que nous avons besoin de jouer pour qualifier l'équipe directe. C'est une équipe qui s'est renforcée pour 3-4 joueurs avec l'expérience pour essayer de faire aussi un bon championnat et une bonne Champions League. L'équipe a prouvé beaucoup de matchs à l'extérieur, même à Marseille, fait un gros match, à Paris fait un bon match, à Rennes aussi, et Arsenal l'année dernière, mais j'ai parti cette année. Pour ça, je crois beaucoup à notre équipe. Il y a une saveur particulière pour ce match parce que notre objectif reste forcément d'être deuxième et que c'est une finale. On ne se l'est jamais caché. Notre objectif, c'est d'être deuxième. Donc on va aller à Lyon pour gagner ce match. On aura en face de nous une grande équipe qui fait une très belle saison aussi. Sur les dernières sorties qu'on a pu faire, on a montré un beau visage et qu'il faut rester là-dessus. Je sais très bien que si on fait ce qu'il faut, on sait qu'on peut gagner ce match. Au stade où on en est, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, je pense que ça compte pas beaucoup. Ça va être un match hyper difficile et que les deux équipes ont leur chance. C'est un match excitant, tant mieux pour le football français, tant mieux pour les nombreux supporters, les nombreux amoureux du foot. Et c'est le match pour la 2e place. Bon, Jean-Michel est un ami, mais là nous sommes adversaires. On a traversé une zone de turbulence, mais ça y est, maintenant nous sommes prêts pour le match. On va avoir de nombreux supporters. Et puis aussi, le prince, le président vont être là pour soutenir l'équipe, donc on a une bonne ambiance. On sait jouer les matchs importants, on a remporté les résultats contre les grandes équipes. Et c'est ça, il n'y a pas de favori, c'est sûr, mais on est prêt. Nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui le célèbre explorateur, navigateur, aventurier. Je parle bien sûr de Mike Horn. Mike Horn, bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes devant le Pangaea, votre voilier d'exploration, à bord duquel, dès dimanche, vous allez vous lancer dans un nouveau défi, un tour du monde en passant par les 2 pôles. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette nouvelle expédition. C'est une petite expédition qui va durer 2 ans. Et puis l'idée, c'est de passer par les 2 pôles et d'y aller un peu autour de la planète. Comme je faisais à l'époque, il y a peut-être 15 ans, quand j'ai suivi l'équateur autour du monde. Puis je pense que c'est une des dernières grandes expéditions qui nous reste à faire. Et puis aussi, j'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça me permet en fait d'approcher de l'Antarctique
et d'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. Et puis l'idée, c'est vraiment de passer par les 2 pôles et d'y aller autour du monde. Et puis alors, comment vous vous êtes préparé pour cette nouvelle aventure? Moi, je suis né un peu près, je pense. Et puis, après 25 ans d'expédition, c'est sûr qu'on a un tout petit peu de connaissances et d'expérience et aussi un peu du savoir-faire de préparer tous les jours un tout petit peu. Ça veut dire que dès que ton bateau existe et tu as vraiment des connaissances de la glace, c'est vraiment facile de développer des matériels qui est nécessaire en fait pour faire les expéditions. Comme quand Prince Albert était en 2008 au pôle Sud, nous on a partagé cette expédition ensemble et puis en fait on fait juste un duplicata de tout ce qu'on a déjà fait, simplement en allongeant un peu l'expédition et de le rendre un tout petit peu plus difficile. Alors vous me disiez, son 13e tour du monde, ce voilier. Je crois savoir que vous êtes très attaché à la principauté. Oui, pour moi, c'est chaque fois quand je parte, je pars presque de chez moi. Et puis, on a déjà fait des expéditions en 2008 ensemble, où je suis parti de Monaco avec l'expédition de Pangaea autour du monde avec les jeunes explorateurs. Et puis là, en parlant un peu avec Prince Albert, il a dit « mais Mike, reviens et puis tu repars parce que ça t'apporte pas mal de chance ». Et puis c'est sûr qu'il ne faut pas changer des choses qui marchent. Et puis ça a toujours marché. Et puis j'espère de pouvoir rentrer maintenant, oui, ça fait 2016, 2017, fin 2017, si tout va bien. Et puis mon bateau, il flotte toujours. J'espère de pouvoir rentrer au nouveau à Monaco. En attendant, tout le monde suit avec grand intérêt sur M6 votre émission The Island, seul au monde, dans laquelle vous apprenez aux hommes comme aux femmes à survivre en milieu hostile. Selon vous, les femmes sont-elles plus douées que les hommes dans la peau d'un naufragé? Moi, je pense que les femmes sont mieux organisées déjà. Les hommes, comme je dis toujours, on fait la guerre, hein, et les femmes, ils font l'amour. Et puis, c'est deux attitudes complètement différentes. Et puis, pour moi, je voyais en fait l'organisation des femmes était toujours un peu mieux organisée que les hommes. Et puis, ça se voit vraiment bien que les femmes gueulent beaucoup plus vite, mais après, ça finit toujours bien. Et puis, pour les hommes, normalement, peut-être on garde un peu trop de choses à l'intérieur, on communique moins facilement et puis ça peut éventuellement créer pas mal de tensions entre les hommes. Et puis pour moi, je voulais toujours être une femme parce qu'une femme, la seule chose que je n'ai pas vraiment fait de ma vie, c'est d'avoir un enfant. Et puis je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais être une femme. Ça veut dire que ces côtés maternels qu'on trouve chez les femmes, ça la rend en fait plus adaptée à la survie que les hommes. Et puis alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, dans toutes vos aventures, quel a été le pire souvenir? Ah, mais il y a toujours des moments qui sont plus durs que des autres. Et puis, c'est des moments quand toi, tu ne contrôles plus la circonstance. Et puis, c'était certainement quand je me trouvais devant un peloton d'exécution au Congo. Et puis, ils ont tué quelqu'un qui était à côté de moi. Et puis, c'est sûr que c'est rarement en fait la nature qui est vraiment ta plus grand danger. C'est plutôt l'homme. Et puis des fois, on est un peu déçu dans le comportement de l'être humain. C'est sûr pendant la guerre et puis quand les gens ont vraiment faim et soif, c'est là où des fois, pendant mes expéditions, j'ai eu des plus grands problèmes. Et puis alors, votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'est de partir. Tous les jours, chaque fois quand je parte, c'est voilà, je vais aller rêver, je vais aller vivre en rêve et puis je vais aller réaliser mes rêves.
Mais c'est aussi des moments quand tu rentres qui est difficile parce que après tu rentres et puis tu dois changer ta manière de vivre. Et puis c'est ça qui est toujours un peu contradictoire au départ. Il y a un moment que tu dois arriver. Et puis pour moi, les départs, c'était toujours vraiment le plus grand moment de toutes mes expéditions. Et puis alors, on vous souhaite un bon départ. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci Michael. Et on se quitte à présent avec les prévisions météorologiques. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce week-end, prolongement de la période de temps sec et très doux. Samedi, le soleil sera à peine gêné par les nuages, mais le vent pourra souffler assez fort par moments. Les températures oscilleront entre 15 et 21 degrés. Dimanche, il fera moins beau que les jours précédents avec un ciel plus nuageux. Cependant, aucune dégradation n'est à prévoir. Le vent venant d'Italie continuera toujours de souffler, mais n'altérera en rien la douceur du climat. Lundi, le temps sera plus incertain, au programme du vent et de la pluie. Quant à mardi, les nuages pourront se montrer par moments menaçants, mais de belles apparitions ensoleillées seront aussi de la partie. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. À bientôt.